bienvenue à cette soirée placée sous le signe de l'alpinisme bien sûr, mais placée également sous le signe d'une grande humilité, parce que les personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer pour préparer cette soirée me semblent être des personnes extraordinairement sympathiques, humbles, humaines, avec une petite touche d'humour en plus. Donc je pense qu'on devrait passer un joli moment avec eux. Alors, qui dit soirée dit évidemment organisation d'une soirée. Cette soirée a donc été placée sous les excellents auspices de Christophe Alquier, auquel je demande de me rejoindre sur cette scène que l'on peut applaudir. Bonsoir Christophe. Oui, c'est la deuxième édition de ce petit événement que nous allons essayer de reproduire. C'est la deuxième, la première je n'avais pas été invité, alors je sais pas. Non, mais le thème, peut-être que le thème de ce soir est particulièrement important pour beaucoup de gens dans la salle. L'Annapurna étant pour les Français bien sûr un sommet mythique, et les aventures qui s'y sont déroulées, on en a tous entendu parler. On va entendre parler ce soir d'une aventure particulière, celle de Yannick et de Stéphane, Yannick Gardiani donc, et de Stéphane Benoît. Yannick qui nous fait le plaisir d'être là. Yannick, si tu veux bien nous rejoindre. Et je suis particulièrement touché de vous dire qu'il n'y a pas que Yannick comme grand alpiniste dans la salle. Je voudrais notamment saluer la présence de Francis de Noyelles, dont on va entendre parler dans le film. Je vous demande de bien vouloir l'applaudir. Francis de Noyelles est le dernier survivant de l'expédition Maurice Herzog en 1950 sur l'Annapurna. Et puisqu'il m'a autorisé à le dire, c'est un jeune homme qui va fêter ses 95 ans mardi prochain. Comme quoi l'air de la haute altitude et l'air rare conserve. Et puis je voulais saluer aussi la présence de Catherine Destivelle, qui était déjà là la dernière fois, et qui nous a beaucoup soutenu. Amusez-vous bien, voyez de belles images, rêvez d'aventure et surtout vivez-la. Vous aurez peut-être l'occasion de gagner au terme de cette manifestation un des lots de notre tombola. Et il y a des courses en montagne à gagner, donc c'est un début de l'aventure que je vous souhaite. Enfin, ces valeurs de l'alpinisme, que finalement, nous maintenant, on grimpe en Himalaya avec ces mêmes valeurs-là, et toutes les techniques qui ont été apprises au fil du temps, maintenant on les utilise, et c'est le même esprit, c'est dans le même esprit qu'on grimpe en Himalaya. On ne revient pas, j'allais dire, on ne revient pas indemne. Dieu merci, tu es revenu indemne de cette expédition, mais j'imagine qu'on ne revient pas indemne dans la tête d'une expédition aussi exaltante que celle-là. Déjà, on a vu, il y a eu beaucoup d'accidents dans la face sud de l'Annapurna. Nous, cet automne dernier, finalement, on a été trois à réussir à la face sud direct, avec un style très léger en solo et nous en style alpin. Et donc, sans casse très importante, mon copain il a les pieds gelés, mais voilà, on est rentré quand même vivant. C'était une réussite quand même majeure et pour lui et pour nous. Et c'est pas toujours aussi dramatique que les ascensions en Himalaya, bien souvent ça se passe bien, mais c'est vrai que quand on se lance dans de tels challenges, on connaît les risques. Et, on a vu un film, Yannick, retraçant donc tes grands anciens, allais-je dire. Est-ce qu'on pense à tout ça? Est-ce qu'on pense est-ce qu'on pense à Maurice Herzog, à Francis de Noyelles qu'on va accueillir dans quelques instants? Est-ce qu'on pense au regretté Pierre Bégin et Jean-Christophe Lafaille, hélas, décédé une dizaine d'années après le drame survenu à son équipier? Dans quel état d'esprit est-ce qu'on aborde une ascension comme celle-là? Ce que j'ai entendu, moi, d'autres personnes qui avaient grimpé aussi dans cette là-dessus, c'est qu'on fait le vide et on pense à notre propre projet. On oublie un peu ce qu'il y a à côté, évidemment, quand on est au camp de base. On a le temps de réfléchir et on pense effectivement à Jean-Christophe Lafaille qui a grimpé l'Aretès. Moi j'y suis allé 3 fois à l'Annapurna, une fois en 2000, où j'ai loupé le sommet, j'ai essayé l'Aretès qu'il a fait Jean-Christophe quelques années plus tard. Une fois en 2010 avec mon copain Stéphane Benoît dans une tentative, dans cet itinéraire déjà, on a échoué à 6700 mètres. Et puis cette année. Donc oui, on pense quand même aux premiers ascensionnistes, bien sûr.
l'Annapurna, c'est quand même une sacrée montagne. Moi, j'ai passé 4 mois de ma vie là-bas au pied de cette montagne, donc je connais bien l'endroit. Donc là, sur le mont du Népal, il est allé grimper vers le Kanchenjunga. Et donc voilà, Elias, il a un peu la même optique que nous. Il grimpe aussi dans un style léger, technique alpine. En fait, à vrai dire, c'est ce qu'on a appris toute notre vie et qu'on reproduit tout simplement. Et donc après là, mon petit diaporama sur l'Annapurna, Elias aussi vous montrera 3 ou 4 de ses expéditions rapidement, quelques photos. Il fait toujours jour, il fait jamais nuit. Donc la stratégie, comme la météo est très compliquée en Alaska, c'est toujours grimper tant qu'on peut et s'arrêter quand il fait mauvais, quoi. Et donc là, il y a Sérény Suyo, mon compagnon de cordée, mon copain, avec qui on va dans la Wickwire, on peut voir les crevasses en dessous et ces magnifiques montagnes avec le Mont Hunter derrière. Moi, je voudrais dire merci Elias d'être venu. Moi, je suis fasciné, enfin, j'adore. Elias, il grimpe un peu partout dans le monde et je pense qu'il ne va pas s'arrêter maintenant. J'espère qu'on fera de ces 4 ensemble. Et donc, merci d'avoir été patient. On a pris 20 minutes de temps. Venez, c'est on ne va pas vous retenir très longtemps. Bonsoir Catherine. Juste avant le concert. Non, on va pas vous demander de jouer du piano. Attendez, nous allons nous approcher pendant que l'artiste se prépare. Voilà. Non, la question est toute simple. Quel effet est-ce que ça vous fait de voir finalement vos successeurs, allais-je dire, s'attaquer finalement aux mêmes difficultés que vous? Mais enfin, c'était l'impression que nous étions des pachas d'une expédition qui a dû coûter très cher, parce que je n'ai jamais porté autre chose que ma caméra et mon duvet. Alors qu'ici, porter 30 kilos sur le dos, c'est plus sportif, et ils ont beaucoup de mérite de faire du sport. Dur, parce que c'est pas facile pour personne, de faire avec 30 kilos sur le dos, et au fond, ils se nourrissent comme nous, en altitude, pas grand-chose. Vous faites un excellent mélange d'huile de foie ou des sardines et d'huile, et de confiture et de chocolat. C'est ça, c'est riche. Vous le mettez ensemble, c'est très bon. Vous êtes en plus un spécialiste culinaire, donc c'est très très plaisir. Catherine, si vous voulez approcher. Bonsoir Catherine. Je me demande si applaudir non seulement l'une des plus grandes alpinistes internationales, mais également l'une des plus souriantes. Catherine, je voulais savoir si vous aviez peut-être une question pour Francis. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous rencontrer. C'est la première fois? Ah, très bien. Écoutez, peut-être dans ce cas-là, est-ce que Catherine, vous auriez peut-être une question pour Francis? Ou simplement un petit mot pour lui? Ah bah non, un petit mot, oui. Je suis très contente de vous rencontrer ce soir. Et oui, je ne m'y attendais pas du tout. Et nous avons déjà échangé tout à l'heure longuement, où il me racontait comment ça se passait, et puis tout ce que... surtout l'histoire de pendant la guerre, après-guerre, etc., où il m'a raconté... voilà, c'était pas de la montagne, mais c'était très intéressant. Ils ont pris beaucoup de risques avec l'altitude, ils parlent d'œdème de cerveau, bien sûr, mais j'ai eu mon premier mal des montagnes à Chamonix en faisant le refuge Valo à ski. On était très mal, mais descendre 200 mètres, on est guéri. Il faut, quand on a mal, on sent que c'est mal des montagnes, il faut descendre 200 mètres d'altitude. Quand on n'a pas le temps, pas l'argent, on fait ça avec ses argent personnel, et la débrouille, on ne peut pas se permettre ce luxe-là. Mais il faut prendre ce temps si on veut survivre. Une grande performance et une grande vigilance à l'époque de faire attention à tout ça. C'était prévu à l'avance. Parce que c'était pas démontré scientifiquement. On va peut-être pas trop épiloguer là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vraiment deux très grands alpinistes, enfin on en a au moins 4 en l'occurrence, 4 très grands alpinistes ce soir qui représentent différentes générations, et je vous demande vraiment de les applaudir. Catherine, merci. Merci.
Écoute, moi, l'Annapurna, ça représente d'abord l'expédition française en 1950 et cette immense face sud qui est absolument monstrueuse avec des cascades de glace comme nous a montré Yannick tout à l'heure dans son reportage. Et ça donne vraiment envie. Bien que j'irai jamais, je pense que je le ferai jamais, mais ça donne vraiment envie. Hein. Les lignes de glace, elles sont magnifiques. Annapurna, non, trop dangereux. Trop dangereux. Je ne peux pas y aller. L'Annapurna pour moi représente déjà des grands souvenirs parce que j'ai eu la chance de partir plusieurs fois en expédition en Himalaya et j'ai connu un petit peu cette émotion intérieure, cette manière d'approcher la montagne, même si ce que j'ai fait c'était beaucoup plus facile et plus accessible, mais c'était des moments merveilleux et c'est vraiment une grande solitude où on se retrouve face à une immensité et là on n'a pas le droit de tricher, on est face à soi-même, on doit être vraiment intègre, je trouve ça fabuleux. Et j'ai beaucoup apprécié leur manière de voir la montagne. Un truc compliqué, ouais. Je pense pas le faire un jour, pas du moins on va attendre un peu, mais pas cette année, pas pour 2015. L'Annapurna, pour moi c'est un mythe presque, c'est fabuleux d'y être arrivé quoi. C'est un mythe. Et que ça devienne réalité pour certains, c'est assez fantastique quoi. L'impossible pour l'instant. Tu t'appelles Louis Chier qui fait ça en 28 heures, j'ai un peu du mal quand même, du mal à comprendre, c'est vraiment en dehors de tous les référentiels qu'on connaît quelque part ça casse un peu un mythe puisque c'est vrai que l'Annapurna c'est un truc, ça se fait on a bien vu Yannick là, il a mis 6-7 jours. Faire ça en 28 heures, c'est trop court. J'arrive pas à comprendre comment il arrive à gérer ça en 28 heures dans des conditions de sécurité. Bon, on n'est jamais dans des super conditions de sécurité dans ces milieux-là. Sans prendre des risques inconsidérés. Yannick, si tu nous entends, on est un groupe de filles du club alpin Île-de-France. Alors on cherche, je crois qu'Yannick il vient du sud, le Mercantour, l'Ubaye, tout ça, nous on est prêtes à venir découvrir ces belles montagnes. Voilà. Tu me parles d'himalayisme, c'est un grand mot, himalayisme, parce que on a parlé d'himalayisme, ça parle beaucoup aux gens. Moi je parlerais de style alpin et d'expédition sur des montagnes à travers le monde. C'est-à-dire que ouais, là, j'ai envie d'aller grimper des montagnes en Himalaya actuellement, mais ma portée, c'est pas forcément l'Himalaya. C'est-à-dire que demain, des amis me proposent de partir au Pérou pour aller faire une belle montagne, j'irai. Et pareil en Alaska. En Alaska, il y a des massifs à travers le monde, des montagnes à travers le monde, et ce qu'on fait, c'est pas seulement en Himalaya, c'est partout, et en fait, voilà, ce que j'essaye de souligner, c'est une aventure entre copains, un voyage et des belles montagnes et puis s'amuser quoi. La haute altitude, est-ce qu'elle t'intéresse vraiment ou Ouais, quand tu parles de haute altitude, ouais. En fait, c'est comme une drogue, je veux dire, c'est malheureux à dire. Quand on a grimpé une belle paroi, en haute altitude, il se passe quelque chose d'extraordinaire là-haut. Je ne peux pas expliquer, comme le disait Yannick durant la soirée. Là-haut, on peut pas. Il se passe des émotions tellement fortes qu'on a envie d'y retourner, on a envie de faire quelque chose de nouveau, une belle paroi, une belle montagne. Et elles sont grandes, elles sont hautes, et voilà. Et l'alchimie est secret, et puis voilà, et c'est technique et encore. Alors, voilà. Alors, sans trahir de secret, quels sont tes projets C'est compliqué. Il y a 5 ans, je faisais pas d'expédition. Il y a 5 ans, je faisais pas d'expédition, et en 3 ans, j'ai fait 4 expéditions. En 4 ans, j'ai fait 4 expéditions. En 3 ans, j'ai fait 4 expéditions. C'était un rythme assez soutenu. Et j'aime ça actuellement. Et dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je peux pas te dire ce que je vais faire. Ce printemps, je vais sûrement repartir. Cet automne, je vais sûrement repartir. On parle de Nupsé, voilà. C'est toujours les mêmes équipes, les copains On grimpe avec des gens à qui on s'accorde bien. On grimpe avec des copains avec qui on a vraiment un bon feeling, et c'est pas toujours facile en expédition parce que les expéditions ça exacerbe les comportements et
les émotions, donc des fois c'est pas toujours facile, et même des très bons copains avec qui on s'entend très bien, des fois ça va très bien se passer en XP, mais on part toujours avec des gens à qui on a quand même quelque chose. Yannick disait tout à l'heure, je serais ravi de grimper avec toi là. Ah ouais, j'ai pas tilté. J'ai pas tilté. Moi j'ai eu du mal à présenter mon exposé, j'étais vraiment stressé. Et ouais, bah pourquoi pas, parce que Yannick c'est un mec super cool, à qui on rigole bien et qui a son univers à lui et qui est génial avec ça, et pourquoi pas, ouais. Dernière question, est-ce que tu as eu des idoles quand tu as commencé à rouler la montagne J'ai pas eu d'idole. Je parle pas d'idole. Il y a des gens qui orientent, il y a des gens qui ont marqué l'alpinisme, à qui on prend des choses, des idées, ce qu'ils ont fait. Mais moi j'ai pas d'idole. Actuellement, je me suis renseigné sur l'alpinisme. Il y a des gens, Pierre Béguin, il a fait des choses remarquables en himalayisme. Stéphane Benoît a marqué les générations entières de jeunes alpinistes comme nous par ce qu'il fait. Parce que dans chaque domaine, il apporte quelque chose de nouveau. Enfin, de nouveau pour les Français. Il a fait de l'artif très difficile, de la glace très difficile, de l'himalayisme très difficile. Stéphane Benoît est extraordinaire pour ça. Yannick, en Himalaya, il est extraordinaire aussi. Et c'est des gens super qui font leur chemin. Et j'adore ce qu'ils font. Mais j'ai pas d'idole. Non, c'est... À chaque fois, c'est vrai quand on se retrouve au pied d'une montagne, on se dit bah les anciens ce qu'ils ont fait c'est pas mal, celui ce qu'il a fait c'est pas mal. Mais à un moment je me dis ah bah ouais lui c'est mon maître et puis je vais suivre ça on va grimper des montagnes et puis voilà tout simplement et on suit notre instinct et notre ligne, enfin pour ma part. Est-ce que vous voyez des images anciennes d'Annapurna justement avec Herzog? Est-ce que ça a un peu bercé quand même ton enfance? Ah non pas du tout, pas du tout. Moi, l'Annapurna, j'ai découvert ça récemment, en fait. J'ai découvert ça à travers, surtout, les récits, la mythologie qu'ont créé les gens autour de ça. C'est-à-dire les exploits qu'ont fait Yannick, Stéphane, Yulichtek. Faut savoir qu'à Chamonix, le milieu est petit, tout le monde parle de montagne. Et cette montagne, tout le monde en parle, c'est sûr, il y a une forme de mythologie autour de cette montagne. Mais moi, je ne connaissais pas. En fait, moi, je suis un peu un suiveur, on va dire. Il y a des copains qui proposent des projets, puis je dis bah vas-y on y va, et puis moi je suis ultra motivé, on y va quoi. Et puis des fois il y a des projets qui me motivent bien, mais bon, je les ai vus ces photos, je les ai vus sur internet, sur Google, et on se dit bah un jour cette montagne, pourquoi pas, mais en fait c'est pas facile de trouver les compagnons pour aller sur ces montagnes. Et le jour où tout se réunit, ben il y a la montagne, il y a les copains, et puis on y va. Mon expérience alpine est plus de suivre que de pratiquer. Je ne suis pas du tout un alpiniste. En revanche, je suis un bon skieur. Je pense que c'est pour ça que je suis un bon skieur. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai une très très grande admiration pour la montagne, pour les montagnards et en particulier pour les alpinistes. Ça, c'est vrai. Prochaine centaine d'années? Oui, enfin, dans 200 ans, l'humanisme, à quoi il ressemblera? Je sais pas, je pense que ce sera des Tibétains qui grimperont super bien, qui sont bien acclimatés, qui seront super efficaces, qui se seront mis au point de la technique alpine par exemple. C'est un exemple. Après, je pense pas que ça passera de mode comme ça, et je pense que dans 200 ans, c'est tellement vaste, si tu veux, l'alpinisme a mis 200 ans à arriver où on en est, l'himalayisme tu peux multiplier par 10. Donc, c'est-à-dire que dans 200 ans, il y aura toujours à peu près la même problématique. Hein. Je pense qu'il y a quand même des gens qui arriveront à faire des choses encore bien plus compliquées au niveau de la physiologie. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui vont s'acclimater mieux, ouais, plus longtemps, qui seront... Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là encore. On en est encore là. Voilà, ça c'est clair. Il faut plus de temps. Ce qui est sûr, c'est que les gens ils vont être super entraînés, ils auront l'habitude. Tu vois, les Tibétains, par exemple, ils ont la caisse en haute altitude. Vraiment. Les Sherpas, en général. Eux, demain, s'ils se mettent à grimper, pour l'instant, c'est pas leur truc, ils travaillent, quoi. C'est sûr. Alors, dernière question, ça fait 2 ans que tu viens là, en fait. Alors, les soirées parisiennes, là, tu commences à y prendre goût, quoi? Oui. Comment tu as trouvé le public par rapport à toutes les conférences que tu fais en montagne, à Chamonix, tout ça? Le public parisien, C'est comme tous les publics, mais là c'était que du réseau, donc c'était des gens qui connaissaient un peu, ceux qui connaissaient les organisateurs, ceux qui connaissaient la montagne, si tu veux. Donc je pense qu'on pourrait faire des trucs plus grands. Ouais, c'est sûr. Parce que... Et puis le public, oui... Je pense que c'est des gens qui connaissent, donc ils savent un peu quand même.
Vous verrez l'année prochaine? Je sais pas. J'étais venu en 2012, 2013, 2015. Voilà. 2012, 2014, 2016.